Quand les physiciens parlent du multivers, ils pensent généralement à un ensemble de plusieurs univers qui existeraient vraiment dans la vraie réalité. Et alors, ce sont des réflexions fascinantes, souvent même vertigineuses, mais elles n'ont généralement que très peu, voire aucun impact sur notre quotidien. Aujourd'hui, à l'inverse, j'aimerais vous parler d'univers parallèles qui n'existent pas et qui sont beaucoup moins spectaculaires, mais qui sont aussi beaucoup plus importants pour notre quotidien. On va parler de ce que l'excellent livre How to Decide de la joueuse de poker Annie Duke appelle le multivers bayésien et de pourquoi il est crucial d'en mesurer toute l'étendue. Et pour bien mesurer l'immensité et l'importance de ce multivers bayésien, je vous propose de revenir en 2009, au moment où l'épidémie de grippe A H1N1 menaçait le monde. Fin avril 2009, suite au début de l'épidémie de grippe A H1N1 au Mexique et devant l'incertitude énorme sur la nature du virus, sa contagiosité et sa dangerosité, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifie la situation d'urgence de santé publique de portée internationale. Quelques jours plus tard, le 1er mai 2009, Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, rapporte que 2 cas de grippe A H1N1 sont identifiés en France sur TF1. Le 11 juin 2009, l'OMS parle désormais d'alerte pandémique. L'organisation déclare que la pandémie de grippe 2009 a maintenant commencé. Le 30 juillet 2009, l'Institut de veille sanitaire déclare le premier décès de la grippe A H1N1 en France. Le 14 septembre 2009, la préoccupation augmente alors qu'un patient de 26 ans en bonne santé meurt à son tour. D'autant que l'hiver approche, une période habituellement particulièrement propice à la propagation des virus de la grippe. Dans ces circonstances, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot décide d'investir massivement dans la lutte contre la grippe A H1N1. 94 millions de doses de vaccins sont commandées et une énorme campagne de vaccination est mise en place en octobre 2009 pour un coût estimé à 1,5 milliard d'euros. Question, Roselyne Bachelot a-t-elle eu raison d'effectuer une telle commande et d'investir autant dans la vaccination de masse ? Alors bien sûr, comme pour le Covid-19, le problème de la gestion de l'épidémie H1N1 est en fait beaucoup plus complexe que le résumé ultra bref que je viens de faire. Pour bien comprendre ce qui aurait dû être fait, il faudra aussi parler bien plus en détail de ce qu'on savait alors de la contagiosité de la maladie, de sa dangerosité, de l'efficacité des vaccins, de sa sécurité et de bien plus de choses encore. Néanmoins, il est intéressant de noter que pendant 10 ans, et en gros avant la crise du Covid-19, la plupart des observateurs ont jugé que les décisions de Roselyne Bachelot étaient mauvaises, voire catastrophiques. Après tout, la grippe A H1N1 n'était en fait pas plus dangereuse que la grippe saisonnière et le vaccin contre la grippe A H1N1 ne nécessitait qu'une dose au lieu des 2 doses administrées et avec quelques effets secondaires très indésirables, notamment une soixantaine de cas de narcolepsie parmi 4 millions de vaccinés. Mais surtout, dans le cas de H1N1, l'épidémie a disparu petit à petit à l'entrée de l'hiver, si bien que le 13 janvier 2010, la fin de l'épidémie est officiellement déclarée en France. À ce moment-là, seulement 7% de la population était vaccinée et il restait du coup 40 millions de doses pas encore utilisées, en plus des 50 millions de doses qui n'avaient pas encore été livrées. A posteriori, en janvier ou en août 2010, la campagne de vaccination de Roselyne Bachelot paraissait être un fiasco aux yeux de beaucoup. Oui, mais ça c'est a posteriori. Le problème c'est qu'au moment de la prise de décision de Roselyne Bachelot, le futur était inconnu. Il n'y avait pas un seul futur certain sur lequel l'univers allait s'engager. Au moment de la prise de décision, il y avait un multivers de futurs possibles. En août 2009, il restait tout à fait possible que H1N1 devienne extrêmement contagieux et dangereux au cœur de l'hiver. Pire, H1N1 aurait pu connaître des mutations qui le rendent davantage contagieux et mortel. Ceci aurait pu surcharger les services hospitaliers, requérir des mesures drastiques de confinement et paralyser toute l'économie. Tel était alors un univers futur plausible. C'était une branche crédible du multivers bayésien, c'est-à-dire du multivers des mondes crédibles, sachant les données dont on dispose à l'instant présent. Cependant, cette branche du multivers bayésien s'est évaporée en janvier 2010 car les données de la propagation et de la dangerosité de H1N1 écartaient désormais cet univers alternatif. Mais alors, au moment de faire les bilans, en janvier ou en août 2010, les critiques n'ont pas envisagé l'existence de cette branche alternative et ils ont raisonné avec l'univers qu'ils connaissaient, pas avec le multivers qui demeurait imaginable en août 2009. En fait, en août 2010, cette branche alternative paraissait si distante de la branche connue qu'elle paraissait irréaliste, voire loufoque. Mais dire cela, ça revient à tomber dans ce que la joueuse de poker Annie Duke appelle le biais du résultat.
c'est oublier que la décision devait être prise à un instant de grande incertitude, à un moment où le multivers bayésien était immense et que de nombreuses branches très distinctes demeuraient crédibles. Comme nous le conseille Annie Duke, il faut juger le pari, pas le résultat. Et bien sûr, ce qu'on dit là à propos de H1N1 s'applique à toutes sortes de décisions et de critiques de décisions. Quand on regarde de manière rétrospective, on ne voit qu'un seul univers bien délimité et bien connu. Cependant, le problème de la prise de décision est un problème généralement prospectif, surtout quand il s'agit de stratégies sur le moyen ou sur le long terme. Dès lors, il est critique de se rendre compte de l'immensité du multivers bayésien et de la multitude des futurs alors crédibles. Malheureusement, l'enseignement, surtout en sciences, a tendance à être extrêmement rétrospectif. On a tendance à apprendre les résultats des siècles d'expérimentation et d'analyse de données qui permettent de réduire la taille du multivers selon certains axes. Pire encore, on a tendance à réduire la science à ce qui est parfaitement connu, c'est-à-dire à ces parties du multivers bayésien sur lesquelles il n'existe peu ou pas de branches alternatives. Mais cette habitude à confondre savoir et certitude semble avoir le mauvais goût de nous pousser à sous-estimer l'ampleur du multivers bayésien, notamment lorsqu'il s'agit de questions plus prospectives, c'est-à-dire qui concernent un futur que les données collectées à ce jour ne permettent pas de réduire à une branche bien connue et délimitée. En fait, le multivers bayésien ne se limite pas au futur. Tout comme le futur, le passé, et en particulier le passé lointain, est lui aussi très méconnu. Il y a là encore plusieurs branches du multivers possibles, et d'ailleurs au fur et à mesure que nos souvenirs sont effacés ou que des données sont perdues, ce multivers passé grossit à son tour. Et puis le multivers bayésien, il concerne également le présent. En fait, même le présent est un immense multivers. J'ai typiquement énormément d'incertitudes sur le nombre de cas total de Covid-19 aujourd'hui à l'instant présent, la santé mentale globale à l'heure actuelle, ou même le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo assis dans un bureau sur votre ordinateur ou affalé dans votre canapé sur un téléphone. Le multivers bayésien, en fait, c'est la norme. Et bien souvent, ce multivers est absolument immense. Et ça, c'est certainement quelque chose de critique à garder en tête au moment de penser le monde, de prendre des décisions ou de juger les décisions des autres. Dans tous ces cas, il semble critique de mesurer l'étendue de notre ignorance. Ceci dit, contrairement à notre vision du multivers de la physique, le multivers bayésien, lui, n'est absolument pas statique. Il est même extrêmement dynamique et il est critique de tenir compte de ce dynamisme. En effet, chaque nouvelle donnée collectée coupe des branches du multivers bayésien. Si je sais que les médecins généralistes s'opposent au vaccin H1N1, alors il me faut couper les branches dans lesquelles ce vaccin est unanimement promu par eux. Et par voie de conséquence, les branches où le vaccin H1N1 est rejeté par le grand public vont alors représenter une proportion plus grande des futurs probables. En fait, ce dynamisme du multivers bayésien, pour être qualifié de multivers bayésien, doit idéalement obéir rigoureusement aux lois des probabilités. Ainsi, si une donnée n'a qu'une chance sur 4 d'être observée dans une branche donnée, alors l'observation de cette donnée devrait trancher de 3/4 cette branche. Si cette même donnée avait une chance 2 sur 3 d'être observée dans une branche alternative, alors son observation devrait trancher de 1/3 cette branche. On peut en fait utiliser ce visuel pour démontrer la formule de Bayes. Supposons qu'initialement, la première branche avait une épaisseur de 12 alors que la seconde avait une épaisseur de 6. A priori, avant d'avoir observé la donnée, on voit que la première branche a 2/3 de l'épaisseur totale, ce qui correspond donc à une probabilité égale à 2/3. Une fois coupée par 4, l'épaisseur de la première branche n'est alors plus que de 3. L'épaisseur de la seconde branche, elle, perd 1/3 de son épaisseur, ce qui lui donne une épaisseur a posteriori de 4. On voit alors que, a posteriori, une fois le multivers coupé, la deuxième branche est légèrement plus épaisse que la première. La probabilité de la première branche est alors son épaisseur divisée par l'épaisseur totale de toutes les branches restantes, ce qui fait 3/7. On vient en fait là d'appliquer ni plus ni moins la formule de Bayes. Bon, bien sûr, comme on l'a déjà vu, en pratique, appliquer rigoureusement la formule de Bayes est extrêmement compliqué. Ce qui est peut-être plus important pour nous autres humains en pratique, c'est que le multivers bayésien va constamment changer après chaque nouvelle donnée observée. C'est ainsi que le multivers bayésien que vous avez en tête devrait avoir beaucoup changé par rapport à celui que vous aviez en tête il y a un an, qui est lui-même très différent de celui que Roselyne Bachelot avait dans sa tête en août 2009. En fait, parce que vous n'avez pas accès aux mêmes données que d'autres, le multivers bayésien selon vous peut être radicalement différent de celui par exemple d'un épidémiologiste qui a étudié en détail la situation du H1N1 ou celle du Covid. Le multivers bayésien est subjectif dans le sens où il dépend de l'observateur et même plus précisément des données auxquelles un observateur
a accès. Votre multivers bayésien à l'instant présent n'existe que dans votre tête à l'instant présent. Il n'est même pas le même que le multivers bayésien dans la tête de votre moi du passé ou dans la tête de votre moi du futur. Ceci dit, ce multivers bayésien a beau être subjectif et il a beau ne pas exister, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. En fait, selon Annie Duke, pour prendre des décisions et pour juger adéquatement les décisions des autres, raisonnez avec votre multivers bayésien tout entier ou raisonnez avec les multivers bayésiens probables que les autres ont en tête est critique. En particulier, le multivers bayésien du preneur de décision, qu'il s'agisse d'autrui ou d'un moi du passé, est généralement immense, surtout sur des sujets complexes en période de grande incertitude, comme la gestion de pandémie en pleine pandémie. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement, l'immensité du multivers bayésien n'est pas un défaut, il s'agit d'une propriété des données limitées auxquelles on a accès. En fait, plus généralement, il semble critique de se rendre compte que les données auxquelles on a accès sont toujours limitées et que sachant la finitude de ces données, le multivers bayésien est immense, mais pour se rendre compte, il faut d'abord prendre le temps de bien mesurer l'étendue de notre ignorance.